Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Lucie Van Hove, connectée depuis la Belgique et plus précisément de Bruxelles. Lucie va nous présenter où en sont les recherches sur le coaching. Bonsoir Lucie. Bonsoir Yotis et bonsoir à toutes et tous, synergiens, synergiennes. Alors Lucie, comment vas-tu? Comment te sens-tu aujourd'hui? Alors, très enthousiaste, excitée de cette présentation que j'attends depuis un bon moment. Euh, et puis, en fait, pleine de gratitude par rapport tout d'abord à toi, Yotis, et à toute l'équipe d'ICF Synergie pour votre invitation à être là aujourd'hui et pour toute la magnifique organisation et fluidité dans les échanges et dans l'organisation de ceci. Et puis pleine de gratitude aussi pour tous les synergiens et synergiennes qui se sont inscrits et qui prennent de leur temps là ce soir ou aujourd'hui, hein, selon la partie de la planète où vous êtes, pour partager ce moment ensemble. Vraiment, merci mille fois. Merci Lucie, et ils sont très 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 nombreux d'ailleurs. Alors, Lucie, nous venons de battre un nouveau record. Donc, chez Synergie, et c'est en grande partie grâce à toi. Il s'agit du webinaire le plus attendu de notre histoire, initialement annoncé en septembre 2021, puis le 16 février 2022. Il a ensuite été reporté au 15 novembre 2023. En tout, les synergiens ont attendu près de 3 ans, presque jour pour enfin découvrir ce webinaire. Alors, un record battu, toutes mes félicitations. Ma question, quel avantage ou quel atout peut-on tirer d'avoir attendu ce webinaire plus longtemps que prévu? Oui, Yotis, bonne question. Alors en effet, là tu le rappelles et oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques changements. Donc voilà, des circonstances personnelles qui ont amené cela. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que ça nous a permis de battre un record. Génial. Oui. Et puis voilà, plus sérieusement, parallèlement à ça, mais je dois dire que en fait, ça va nous permettre d'avoir une présentation encore plus riche parce que j'ai pu incorporer des résultats de recherche qui sont sortis tout dernièrement, encore des méta-analyses de fin 2023 avec des résultats très très intéressants qu'on va découvrir ensemble là tout de suite. Donc voilà, on n'aurait pas pu les avoir si ça avait été en 2021. Quelle chance. Donc, un grand merci, donc, Lucie, pour ça. Alors, Lucie Van Hove, docteur en sciences de gestion et psychologie sociale. Lucie, tu partages ton temps entre l'enseignement universitaire et ta pratique professionnelle. Spécialisée en leadership et en gestion des ressources humaines, tu transmets ton expertise à l'université tout en appliquant tes connaissances en tant que coach certifié PCC. Tu interviens aussi comme formatrice de coach dans diverses universités et académies de coaching, assumant également les rôles de mentor coach et superviseur. Mais reprenons l'histoire depuis le début. Issue d'une famille de docteurs et de scientifiques, Lucie, tu as vécu jusqu'à tes 7 ans aux États-Unis et plus précisément à Boston, où ton père menait des recherches doctorales au MIT. Cette expérience a jeté les bases de ton éducation et aiguillé ta curiosité intellectuelle. Fruit d'un mélange culturel, tu combines la rigueur intellectuelle et la curiosité de ton papa, originaire nordique et slave, avec la convivialité et l'épicurisme méditerranéen de ta maman. Ces influences t'ont inculqué une profonde appréciation pour la diversité et une capacité à naviguer entre différentes sphères culturelles et intellectuelles. Ton intérêt pour la psychologie s'est manifesté de manière précoce, stimulé par les défis psychologiques dans ton environnement immédiat, ce qui t'a poussé à chercher, à comprendre et ainsi pouvoir soulager la souffrance humaine. Dès l'adolescence, des ouvrages tels que Life and How to Survive It de Robert Skinner, coécrit avec John Cleese, et un manuel d'auto-hypnose ont pavé la voie à ton engagement futur dans ce domaine. Animé donc par un profond intérêt pour le facteur humain, Lucie, tu décides d'entreprendre des études de psychologie à l'Université libre de Bruxelles, te spécialisant en psychologie sociale et organisationnelle. Au cours de cette période,
Tu enrichis ta formation à travers des stages au Centre de formation et d'intervention psychologique, le CFIP, des expériences qui renforcent ton désir de devenir formatrice, rôle que tu continues d'exercer avec passion. En parallèle, tu obtiens également un master en gestion à Solvay, Brussels Schools of Economics and Management, ce qui te permet de comprendre les rouages des organisations. Ton immersion dans le coaching s'est intensifiée lors d'un second stage au CFIP, révélant le potentiel du coaching individuel comme outil de développement professionnel. Après un stage en gestion des ressources humaines à Barcelone, une proposition de l'ULB te ramène en Belgique pour devenir assistante de cours en leadership et GRH et chercheuse à Solvay, te permettant de travailler avec des professeurs estimés tels que Nadine Lemaître, Alain Herali et Michel Verstraeten, qui deviendront tes mentors et enrichiront considérablement ton approche académique et pratique. Tout en maintenant ton engagement à l'université, tu commences à pratiquer le coaching en 2008, après avoir été formé dans diverses écoles de coaching, notamment celle d'Alain Cardon. Tu exprimes d'ailleurs une profonde gratitude envers Alain pour avoir affiné ta vision et ta pratique du coaching, notamment avec son approche systémique, son minimalisme percutant, son humour et sa profonde humanité. Depuis 2012, tu élargis ton impact en formant et supervisant d'autres coachs au sein du CFUP, de l'Université de Louvain et pour diverses organisations jouant un rôle crucial dans le développement de politiques de coaching interne. Curieuse d'explorer les fondements scientifiques du coaching, Lucie, tu entreprends une thèse de doctorat pour évaluer l'impact du coaching et identifier les facteurs clés du succès. Tes recherches couronnées de succès te mènent à présenter des résultats lors de conférences internationales prestigieuses telles qu'à l'Université d'Harvard et Columbia University de New York. D'ailleurs, en 2015, tes efforts sont récompensés par le prix du meilleur article basé sur une thèse doctorale de l'Academy of Management à Vancouver. En tant que formatrice et superviseur, tu bases tes méthodes sur des preuves scientifiques guidant tes protégés à travers des dilemmes éthiques et à la découverte de leurs propres atouts et faiblesses. Cette démarche contribue à affiner leurs pratiques et à définir leur propre style de coaching ou leur patte, comme tu aimes le dire. Ta pratique de coaching est profondément holistique, intégrant des éléments des neurosciences, du développement organisationnel, de la pleine conscience et même de la nutrithérapie, un domaine que tu as exploré pendant la pandémie. Récemment, tu t'es intéressé à la psychologie transpersonnelle et au travail avec les états modifiés de conscience, élargissant encore le spectre de tes compétences. Mon objectif ultime est d'aider tes clients à réaliser leurs ambitions, à aligner leur comportement avec leurs valeurs profondes et à maximiser leur impact positif sur leur entourage et sur la société dans son ensemble. Alors Lucie, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Écoute, merci beaucoup Yotis pour cette présentation. Alors oui, pour ajouter quelque chose, eh bien, je vais vous en dire plus en fait sur la raison du dernier déplacement de webinaire de novembre dernier. En fait, ma petite fille, mon premier bébé, est né tout juste avant, 2 jours avant, le 13 novembre 2023. Elle s'appelle Alba, ce qui veut dire l'aube en italien. Donc l'aube, le lever du soleil, l'arrivée de la lumière, c'est un symbole très fort pour moi. Et voilà, et je dois dire que c'est une révélation, une toute nouvelle phase de vie et la découverte d'un type de relation vraiment tellement intense. Voilà, c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, mon compagnon me charrie souvent en me disant mais pourquoi tu ne mets pas une photo d'Alba sur le fond d'écran de ton téléphone. Je lui dis mais en fait c'est pas possible parce que moi quand je mets une photo d'elle en fond d'écran c'est trop d'émotions pendant le travail. Et du coup si je regarde mon téléphone pendant le travail avec elle, j'ai juste envie de sortir et courir la chercher à la crèche. Donc voilà, donc c'est ce type d'intensité relationnelle que je découvre qui est assez incroyable. Voilà, et puis parallèlement à ça, le fait de devenir maman avec elle, ça m'a encore permis de déployer ce côté maternel, bienveillant, mais aussi avec mon entourage. Et puis voilà, quelque part par rapport à moi-même, je remarque que je m'enracine et moi qui suis quelqu'un qui est fort dans le cartésien, dans le mental, ça me permet de vraiment aller davantage m'enraciner dans le corps, le cœur, de développer mon intuition, de me connecter à toutes ces parties-là. Et quelque part, ce sont des dimensions qui viennent aussi enrichir mes interventions de coaching et ma posture comme coach.
qu'on refait la boucle. Oui, un grand merci en tout cas, Lucie. Et Avec je vois un plaisir. autre atout finalement pour cette attente, c'est la transformation d'une femme vers maman. Donc, c'est génial. Et on fait un petit coucou à Alba qui nous verra certainement dans 10, 20 ou 30 ans, nous verrons bien. Coucou ma Alors, chérie. alors, Lucie, tu vas nous présenter où en sont les recherches sur le coaching. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce sujet plutôt qu'un autre? Hmm, merci. Eh bien, écoute, ce sujet, c'est vraiment le fruit de milliers d'heures de travail, d'années de travail pendant mes recherches doctorales. Et donc, quelque part, ça a un sens énorme pour moi de pouvoir partager tout ce travail qui a été fait avec la communauté. Bon, il faut dire qu'une thèse de doctorat, ça fait 550 pages. C'est en général, voilà, pas toujours très digeste et fluide, hein. Et donc, il y a assez peu de personnes qui ont lu l'ensemble de la thèse de doctorat. Et donc, pour moi, le fait de pouvoir ce soir partager les résultats de mes recherches de milliers d'heures avec mes pairs, avec la communauté de coachs, mais voilà, c'est vraiment une chance énorme. Et voilà, c'est l'envie de pouvoir partager les implications pratiques des résultats des recherches, comme j'expliquais, hein, vraiment faire des ponts entre la science et la pratique, et donc permettre à mes pairs coachs de nourrir leur pratique de ce que l'on peut retirer des résultats des recherches. Et un grand merci. Nous t'en sommes tous très reconnaissants, Lucie. Moi, je t'invite à commencer ta présentation et je m'éclipse de mon côté et reste connecté vocalement comme d'habitude. Parfait. Merci Yotis. Alors, nous voilà donc dans le sujet. Et donc, je vais peut-être commencer par vous partager le constat qui m'a mené à poser ces questions de recherche au coaching. Euh, alors, j'ai pu observer, et on l'observe dans toute la littérature, hein, que les pratiques de coaching, elles sont en développement exponentiel ces dernières décennies, tout particulièrement ces 2 dernières décennies. Euh, on voit que le nombre de coachs recensés par les fédérations a plus que triplé, par exemple, sur la dernière décennie, qu'on est actuellement à un chiffre en termes d'investissement de 2 milliards de dollars par an d'investissement dans l'industrie du coaching, donc c'est énorme. Il s'agit de la pratique de développement des ressources humaines qui a connu la croissance la plus exponentielle. Et pourtant, ce n'est pas du tout suivi par une croissance similaire au niveau des recherches scientifiques et au niveau de l'existence de preuves scientifiques de l'impact de cette pratique. Donc, c'est assez interpellant quelque part de constater cet écart. Et, euh, et donc, du coup, mon ambition, ça a été de combler ce manque en me demandant si je pouvais apporter encore davantage de rigueur à ce champ, valider, voir si l'on pouvait valider l'impact du coaching en répondant à la question, mais quel est l'impact du coaching? Et puis voir également si on peut en valider l'impact, mais finalement, peut-on comprendre comment cela fonctionne? Quels sont les mécanismes clés pour son succès? Quels sont les facteurs clés pour son succès? Alors, pour ce faire, j'ai donc, dans le cadre de mes recherches de doctorat, élaboré une étude de terrain, bien évidemment, après avoir réalisé une revue exhaustive de la littérature qui était déjà sortie sur le sujet. Et alors, quelque part, bon, ben, ici, au jour d'aujourd'hui, comme j'ai déjà fini mon doctorat il y a quelques années, je suis revenue à nouveau dans la littérature pour voir enrichir mes résultats de tout ce qui était sorti depuis lors. Donc, on a vraiment une grande synthèse qu'on va voir ensemble. Mais donc, c'est revue de tout ce qui avait été écrit par rapport au sujet du coaching, son impact et les mécanismes clés pour son succès. Et il fallait bien constater que finalement, il y avait assez peu d'études vraiment rigoureuses pour démontrer l'impact du coaching. Donc, mon souhait, ça a été de pouvoir, mon défi, ça a été de mener une étude rigoureuse, plus rigoureuse que celle qui était sortie jusqu'alors, donc avec un design plus expérimental, dirons-nous. Je vais vous montrer dans 2 minutes à quoi ça peut ressembler. Rigoureuse, mais dans un contexte organisationnel réel. Parce que on a pu voir dans les études précédentes que les études qui étaient les plus rigoureuses, donc celles qui avaient un groupe qui était coaché, un groupe contrôle, une répartition des participants aléatoire entre les groupes, hein, ce genre de dispositif-là,
la plupart du temps, elles n'étaient pas menées dans les organisations avec des cadres, mais elles étaient menées avec des volontaires ou avec des étudiants dans les facultés de psychologie. Donc voilà, la validité du coup des résultats on peut l'interroger et la manière de transférer les résultats au monde du travail. Donc ici, le défi, ça a été de combiner ça. Mais pour cela, j'ai réalisé une étude longitudinale, donc sur plusieurs années, dans une grande organisation pour mesurer l'impact du coaching. Donc, le contexte, c'est une grande entreprise de télécommunications belge, et les participants étaient un ensemble de cadres identifiés comme cadres à haut potentiel, donc amenés à prendre des fonctions de direction à moyen terme. Alors, je ne vais pas aller dans les détails de la méthodologie, mais je vous montre globalement les choses, comme ça vous avez une idée. On avait des cadres qui étaient coachés, un groupe toujours de haut potentiel qui ne l'était pas, le groupe contrôle. Les deux groupes passaient une série de pré-tests, dont une évaluation à 360 degrés de leurs compétences managériales. Ça veut dire que eux répondaient, s'auto-évaluaient, mais tous leurs pairs, supérieurs, pairs, subordonnés répondaient aussi. En moyenne, 10 personnes par personne coachée ou contrôle répondaient également. Des tests sur intelligence émotionnelle, satisfaction, bien-être, stress, etc. Ils recevaient tous un débriefing de leurs résultats et se fixaient des objectifs de développement. Suite à ça, c'est là que les conditions se séparent pour les deux groupes. Dans le groupe coaché, ils reçoivent 6 sessions de coaching individuel d'1 heure et demie, réparties sur une année, tandis que dans le groupe contrôle, voilà, on les laisse sans accompagnement pendant cette année. Et un an plus tard, on a de nouveau des post-tests, à nouveau un 360 degrés sur leurs compétences managérielles et à nouveau des mesures d'échelle, avec des échelles qui sont validées au niveau psychométrique. Également, parallèlement à ces tests quantitatifs, on a aussi des entretiens rétrospectifs qui sont menés pour vraiment voir dans quelle mesure ils ont atteint leurs objectifs de développement et quels ont été les facteurs clés pour le succès de leur démarche. Alors, maintenant qu'on a vu les éléments de méthodologie, on va voir quelles sont les réponses à la première question de recherche, qui est celle de l'impact du coaching, et voir est-ce qu'on peut valider scientifiquement donc cet impact. Alors, ce que l'on a trouvé dans mon étude, c'est qu'il y a eu un impact positif et significatif sur les compétences managériales évaluées par les tiers. Alors, je ne vous montre pas tous les résultats. Ici, je vous montre celles qui ont été évaluées par les tiers. Alors, c'est vraiment intéressant parce que de manière générale, quand on auto-évalue, quand les coachés auto-évaluent leur progression, il y a une sorte de biais de complaisance qui fait qu'ils évaluent plus positivement leur progression que ne l'évaluent les tiers. Et donc ici, on voit que les tiers ont tout de même vraiment une augmentation significative entre les évaluations qu'ils avaient en temps 1 et en temps 2. Donc dans le groupe contrôle, cela reste stable, tandis que pour le groupe coaché, les compétences de leadership ont vraiment significativement augmenté. Ce qui est intéressant, c'est que donc ça représente 500 évaluateurs en tout dans ces résultats à 360 degrés, et que les personnes qui évaluaient, les tiers, n'étaient pas au courant de qui était dans un groupe coaché et qui était dans le groupe contrôle. Donc ça, ce sont des points importants. Ensuite, sur l'atteinte des objectifs de développement individuel que les deux groupes s'étaient fixés suite aux 360 degrés, on voit qu'il y a vraiment un impact positif significatif et de grande taille du coaching et que donc les personnes dans le groupe coaché rapportent 80% presque d'atteinte de leurs objectifs, tandis que les participants du groupe contrôle rapportent un peu plus ou moins 60% d'objectifs. Alors, d'objectifs atteints. Ce qu'il faut évidemment se dire ici, c'est que le groupe contrôle n'est pas un groupe qui n'a eu aucune intervention. Il a déjà bénéficié d'une intervention de développement puissante, qui est d'avoir un feedback à 360 degrés, d'avoir les résultats, le débriefing, et de devoir se fixer des objectifs. Donc, tiens, sur les 20 compétences, lesquelles j'ai envie de développer particulièrement. Donc, on peut se dire qu'ils ont augmenté davantage que s'il n'y avait eu aucune intervention du tout. Mais donc, les 20% d'augmentation, c'est vraiment lié aux 6 sessions de coaching supplémentaires. Alors, je pourrais vous montrer encore d'autres résultats, mais je vais plutôt aller sur une synthèse des résultats des recherches qui reprennent mes résultats de thèse, mais également
tout ce qui est sorti depuis lors. Et donc, c'est là que les méta-analyses très récentes qui sont sorties ces dernières années nourrissent encore et enrichissent les résultats. Donc, une méta-analyse, en fait, c'est une étude qui va analyser l'ensemble des études qui sont déjà sorties sur l'impact du coaching et qui présentent un degré de rigueur scientifique suffisant, et donc vont faire des statistiques sur l'ensemble des études qui ont été faites. Donc, du coup, cela donne des échantillons vraiment de très grande taille. Et donc, ces méta-analyses montrent que vraiment le coaching démontre un impact positif et significatif sur un nombre très important de variables, des variables tant internes, affectives, attitudinales, motivationnelles, que des variables plus comportementales, externes et observables. Donc, en termes de variables affectives, motivationnelles, attitudinales, on peut noter par exemple la confiance en soi, le sentiment d'efficacité personnelle, d'être capable de réaliser différentes choses, la résilience, le bien-être au travail, la satisfaction professionnelle et dans la vie, la diminution de niveau de stress, parmi d'autres choses. En termes de variables ensuite comportementales, la plupart des études qui analysent ces variables relèvent vraiment des niveaux significativement augmentés en termes de compétences professionnelles suite à du coaching. Et ces compétences sont en général de l'ordre de compétences de communication, de management, de délégation, de négociation. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ces compétences-là sont auto-évaluées, mais également souvent évaluées par des tiers, dans par exemple des dispositifs d'évaluation à 360 degrés. C'est intéressant parce que, voilà, comme je le disais précédemment, les tiers sont toujours un petit peu plus réservés par rapport à la reconnaissance d'une évolution que les personnes qui ont été coachées elles-mêmes. Donc, quelque part, ça apporte une validité en plus à la démarche et au résultat. Alors, ce qu'il faut quand même bien se dire, c'est que on a maintenant un corpus qui s'élargit en termes de recherche scientifique pour démontrer l'impact du coaching, mais il y a beaucoup de recherches qui sortent qui n'ont pas toujours un niveau de rigueur méthodologique satisfaisant. Et donc, il faut quand même prendre les recherches qui sortent avec des pincettes, avec certaines précautions. Et les recherches qui ont été rassemblées dans ces méta-analyses, ce sont uniquement celles qui atteignent des standards assez précis. Et donc, moi, je voudrais vous donner peut-être quelques pistes, quelques critères importants à prendre en compte quand vous voyez des études qui sortent sur les résultats du coaching pour vous dire, voilà, est-ce que ce sont des études qui sont suffisamment rigoureuses que pour voilà, vraiment pouvoir prétendre prouver les effets qu'elles annoncent. Alors, la première chose importante, c'est de voir est-ce que ce sont des études qui ont intégré des mesures pré-coaching, parce qu'on a beaucoup d'études où finalement on ne mesure que des résultats après le coaching. Et donc, on demande au coaché rétrospectivement, tiens, est-ce que ça s'est amélioré par rapport à la situation d'avant le coaching? Voilà, c'est beaucoup plus soumis à des biais. Donc, est-ce qu'il y a bien des mesures pré et des mesures post qui sont comparées? Deuxièmement, est-ce que ces mesures sont prises à l'aide d'échelles qui sont validées, qui ont des bonnes propriétés psychométriques, par exemple? Est-ce qu'il y a également peut-être des mesures d'éléments plus objectifs ou des évaluations par des tiers, voir quel type de mesures ont été prises? Ensuite, donc pré-post, les personnes coachées, mais y a-t-il un groupe contrôle qui est dans les mêmes circonstances organisationnelles, par exemple, que le groupe coaché, mais sans avoir reçu du coaching? Parce que sinon, l'évolution éventuelle entre le temps 1 et le temps 2 peut être due au coaching, mais peut être due à toute une série d'autres variables, de changements organisationnels, voilà, ou de management. Donc, il faut pouvoir vraiment attribuer l'évolution au coaching et pas à d'autres facteurs. Donc, groupe contrôle. Ensuite, il faut qu'il y ait aussi une répartition aléatoire des participants entre le groupe contrôle et le groupe coaché. Pourquoi? Parce que sinon, si ce sont les candidats qui choisissent, tiens, mais moi, je vais plutôt aller dans le groupe coaché et d'autres à moi, plutôt le groupe contrôle, on peut se dire que les candidats qui ont voulu participer au groupe coaché sont des personnes qui sont peut-être déjà plus ouvertes au changement, qui ont une motivation forte par rapport au changement. Et donc, ça va également biaiser les résultats. Et c'est peut-être ça qui va expliquer qu'il y a plus d'avancement
plutôt que juste le fait d'être dans le contrôle ou dans la condition coaching. Ok. Donc voilà des éléments importants. Encore autre élément, est-ce que l'étude dont vous lisez les résultats a un échantillon quand même d'une taille suffisante, c'est pas juste sur 5-10 personnes. Et enfin, très important aussi, est-ce qu'il s'agit bien d'études qui observent l'impact du coaching professionnel sur des vrais coachés, en tout cas des personnes dans un cadre professionnel. Parce que comme je le disais précédemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui prennent pour cible des étudiants, donc dans le cadre de la faculté de psychologie, on participe à des études que les professeurs mènent. Voilà, est-ce que c'est vraiment représentatif de ce qui peut se passer dans une population de cadres et avec du coaching professionnel? Donc voilà, quelques critères que vous pouvez prendre dans votre mallette pour analyser les articles que vous verriez sortir et avoir posé un regard critique et éclairé par rapport aux résultats qui sont annoncés. À titre d'exemple, une étude sortie il y a un moment tout de même, plus de 10 ans, rapportait des résultats en termes de retour sur investissement du coaching, c'est-à-dire, tiens, mais pour 1 euro que l'entreprise investit dans le coaching, combien d'euros gagne-t-elle? Déjà, c'est quand même assez indirect pour mesurer ça. Et l'étude annonçait un retour sur investissement de 600%. Waouh, assez fascinant. Il y a très peu d'actions qui peuvent mener à 600% de retour sur investissement. Puis, si on regardait plus précisément dans la méthodologie, en fait, on avait interrogé les coachés a posteriori en leur demandant, tiens, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de compétences, etc. Et si vous deviez chiffrer, voilà, ce que ça vous a apporté par rapport à votre productivité, voilà, quel chiffre vous donneriez? Et c'est eux, en fait, qui donnaient un chiffre. Ah, je crois que ça a donné X% ou j'ai gagné autant, mais sans avoir une validation par des éléments factuels qui étaient apportés parallèlement. Donc, voilà, grande vigilance à aller vraiment regarder les méthodologies avant de pouvoir partager les résultats. Donc voilà, comme je suis très attachée à ce côté rigueur et esprit critique, j'avais envie de partager ça avec vous. Mais donc, en tout cas, le corpus de recherche qui se développe pour l'instant au niveau du coaching semble vraiment indiquer une même direction qui a un impact positif et significatif du coaching sur un ensemble de variables. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que l'impact est quand même d'une ampleur donc positive, mais assez variable selon les études. Très positive dans certaines, moyennement dans d'autres. Et donc, il semblerait qu'il y ait des facteurs situationnels qui influencent cet impact. Et donc, dès lors, ça nous mène à notre deuxième question de recherche, qui est celle des facteurs clés, finalement, qui jouent et qui prédisent le succès et l'ampleur du succès du coaching. Alors, Lucie, on a quelques questions. Ah oui, déjà, ok, super. Voilà. Alors, des questions, à mon avis, pour que les gens puissent bien suivre. Alors, nous avons une question qui nous demande, par exemple, c'est quoi un groupe contrôle? Oui, merci beaucoup pour la question. Effectivement, je me rends compte que c'est un peu du jargon. Donc, un groupe contrôle dans une étude, c'est un groupe qui va en fait passer les mêmes tests. Donc, avant le coaching, on prend toutes les mesures, par exemple, de compétences managériales, intelligence émotionnelle, et 1 an plus tard, par exemple, après le coaching, on reprend les mêmes tests. Et en fait, on a le groupe coaché, mais c'est important d'avoir un groupe contrôle, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la même situation. Par exemple, en organisation, on a toute une série de cadres qui vont être coachés. Eh bien, on va aussi prendre les mesures avant-après sur des cadres de la même organisation qui sont au même niveau hiérarchique que les cadres coachés pour avoir un groupe comparable et pouvoir se dire que dans le groupe coaché, si on observe une amélioration sur leurs compétences de leadership, par exemple, entre le début du coaching et la fin du coaching, est-ce que cette augmentation, elle est bien due au coaching et elle n'est pas due à des éléments liés à l'organisation elle-même? Par exemple, dans l'organisation, il pourrait y avoir eu une grande campagne de formation en leadership ou un nouveau management qui est beaucoup plus ouvert au changement, une nouvelle culture, qui fait qu'en fait, de toute façon, tous les cadres de leur entreprise ont développé leurs compétences de leadership, même sans coaching. Et donc, en général, dans un groupe contrôle, il y a souvent une amélioration dans le groupe contrôle ou un mouvement dans le groupe contrôle
dans un sens ou dans un autre, qui est lié aux conditions de l'environnement. Et donc, dans le groupe coaché, on va voir l'impact du coaching en regardant vraiment la différence d'évolution entre les personnes qui ont reçu du coaching et les personnes qui n'ont pas reçu de coaching dans le même environnement. Toutes choses étant Mhm. égales par ailleurs, en fait. Et on a d'autres questions aussi sur la Oui, population. Donc, quel est l'âge de la population choisie? On nous pose par exemple, et on nous dit également quel panel de personnes ont fait partie de cette analyse, statut, niveau de responsabilité, etc. oui. Alors, donc dans mon analyse, les personnes avaient, alors c'était assez large, hein, donc je pense que la plus jeune avait 28 ans, le plus âgé était aux alentours de 58, mais donc on était vraiment au niveau de la moyenne sur 38-40. Donc ça, c'est en termes d'âge. En termes de responsabilité, c'était vraiment des cadres intermédiaires. Donc juste avant cadre supérieur. Donc ils étaient entre cadre intermédiaire et cadre supérieur. C'est-à-dire qu'ils avaient tous des équipes et une grande partie avait des équipes qui avaient des équipes. Mhm. Voilà, Ah, c'est pour vous donner merci Lucie, je une te laisse idée. continuer parce que je sais qu'il y a encore pas mal de contenu. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, passons à cette deuxième question de recherche sur les facteurs clés. Et voilà, ça c'est vraiment la question qui me tient tout particulièrement à cœur parce que quelque part, une fois qu'on a démontré l'impact du coaching, on se dit, OK, ça marche, mais maintenant, c'est voir comment est-ce que ça marche. Quels sont les facteurs clés pour le succès du coaching? Alors, pour étudier ça, on a évidemment tout d'abord réalisé une revue de la littérature de tout ce qui est sorti dans les études scientifiques sur le coaching, mais également dans des champs annexes, hein, comme la psychosociologie des organisations, euh, évidemment toutes les études sur le changement en psychothérapie. Et on voit qu'il y a 5 catégories de facteurs clés qui sont mis en évidence dans la littérature. Donc, vous les voyez ici. Donc, je vais les commenter. Hein. Donc, d'une part, on a les caractéristiques du coaché et certaines caractéristiques du coaché reviennent vraiment très régulièrement. Et ont un grand niveau de corrélation avec les résultats d'une démarche de changement. Il s'agit du niveau de maturité du client, de son ouverture au changement, sa propension au changement, de son sentiment d'auto-efficacité, donc sa croyance en ses capacités à changer et à atteindre ses objectifs, de son autonomie, de son implication dans le changement. Et on pense notamment à vraiment le fait qu'il se responsabilise par rapport au processus de coaching et par rapport à son processus d'apprentissage, qui est aussi un respect du contrat, des règles du jeu, du coaching. Euh, à la motivation, évidemment, par rapport au changement, à la motivation intrinsèque, et ça, vous l'avez mentionné dans les commentaires en réponse à la vidéo pré-webinaire, et en effet, c'est un rôle capital. Euh, il y a une série de dimensions personnelles qui sont mises en avant pour vraiment jouer un rôle par rapport à l'impact du coaching. En termes de dimension de personnalité, on a l'ouverture aux nouvelles idées, à la remise en question, le caractère consciencieux qui va permettre de s'appliquer par rapport au changement et à ses engagements, la stabilité émotionnelle liée au bien-être psychologique, la résilience est un point évidemment clé. Les expériences aussi antérieures positives avec le coaching ou avec des démarches de développement personnel. Donc ça, c'est un élément qui joue assez fort pour que le coaché soit ouvert à la démarche. Et un petit peu en lien avec ça, il y a aussi chez le coaché sa croyance dans l'efficacité du coaching. Donc, qui va générer son espoir par rapport au changement et ses attentes de changement. Et on va appeler ça quelque part une sorte d'effet placebo. C'est-à-dire le fait qu'il soit convaincu qu'en entreprenant une démarche de coaching, eh bien, ça va lui apporter des choses positives et ça va l'aider à atteindre ses objectifs. En fait, cette croyance dans l'efficacité du coaching et se dire je bénéficie de cette intervention, ça va générer des mécanismes d'auto-guérison, d'auto-développement chez le coaché qui vont amener de l'énergie, de la créativité, du courage pour suivre, mettre en place ses actions, garder un focus sur ses objectifs. Et donc, ça va vraiment avoir un impact important sur le changement. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que ce sont des mécanismes auxquels on ne fait pas spécialement référence, sur lesquelles on ne travaille pas, mais qui en fait participent
pour une très très grande partie du succès dans les facteurs clés du coaching. Donc on voit que dans les caractéristiques du coaché, on a à la fois des caractéristiques vraiment préexistantes au processus et puis des caractéristiques qui sont davantage liées à la manière dont la relation de coaching évolue, dont les méthodes de coaching peuvent influencer le coaché. Alors ensuite, on a également toute une série de résultats qui parlent des caractéristiques du coach qui vont permettre au coaching d'être un succès, d'avoir des résultats. Alors là, on parle souvent de maturité, d'expérience du coach, mais ce qui ressort plus des différentes études, c'est la crédibilité du coach. La crédibilité, mais aux yeux du coaché. Et là, quelque part, c'est en lien avec ce qu'on a vu précédemment chez le coaché, de son espoir et sa confiance dans le fait que le coaching va l'aider à aller mieux, à atteindre ses objectifs. Donc la crédibilité du coach aux yeux des coachés est absolument capitale. C'est quelque chose qui revient dans toutes les méta-analyses. Également, la confiance qu'a le coach dans ses propres compétences et la confiance qu'il a dans son propre modèle. Et alors là, attention, la confiance qu'il a dans son propre modèle joue plus que le modèle en soi. Donc, parfois, peu importe le modèle de changement utilisé par le coach, c'est surtout la confiance qu'il a dans son modèle qui va impacter le coaché et ses résultats. Alors, l'authenticité du coach, sa franchise, et en termes d'attitude, l'une ou l'autre recherche réussit à dégager des résultats et mettre en avant l'intérêt d'avoir un mélange d'attitude, d'assurance, donc d'assertivité par rapport à sa méthode, à ce qu'on propose, et d'amabilité. C'est une traduction de l'anglais, mais amabilité, donc c'est tout ce qui touche au côté chaleureux, voilà, amical, mais en gardant une juste distance, bien évidemment. Donc voilà, pour les caractéristiques du coach. Alors à présent, je saute celle du contexte, j'y viens plus tard. On va aux caractéristiques de la relation. Alors là, on parle vraiment le plus souvent d'abord une relation de qualité, d'estime, de confiance, de respect, d'empathie entre coach et coaché, une compréhension commune, d'avoir un accord également sur les tâches et les objectifs. Donc ça, c'est un élément clé également. Hein. La relation, ce n'est pas seulement un lien affectif fort, la confiance, du respect, c'est aussi le fait d'avoir un accord sur les objectifs que l'on poursuit et sur la manière de les atteindre. Bon, en tant que coach, ça peut nous sembler couler de source, vu que c'est quelque chose qu'on formalise beaucoup, mais les recherches, tant en coaching que dans des champs connexes, hein, par exemple en psychothérapie, insistent sur cette importance. Donc, les caractéristiques de la relation, et voilà, je vous en ai nommé quelques-unes. Et la chose la plus importante, c'est que on voit que la relation, c'est vraiment le point crucial. C'est le premier facteur, en tout cas au sein du coaching, c'est le premier facteur qui prédit le plus les résultats du coaching, bien au-delà de la méthode, par exemple. Donc ça, c'est un résultat vraiment capital. Bien évidemment, si on prend encore un recul par rapport à la relation de coaching, le tout premier facteur qui prédit le plus ce changement, c'est les caractéristiques du coaché. Le coaché, sa personne, sa résilience, l'énergie qu'il met dans le coaching. Donc, c'est le coaché et ses circonstances. Donc ça, c'est voilà, il faut bien rendre au coaché la place principale dans sa démarche de changement. Mais si l'on regarde après ce qui se passe dans l'interaction de coaching, c'est vraiment la qualité de la relation qui joue le plus. Et la méthode, par contre, vous allez le voir, ça intervient finalement pour très très peu, ce qui est assez interpellant. Donc on en vient justement aux caractéristiques de la méthode. Si on regarde dans de nombreux écrits par rapport au coaching, voilà, on a donc pas scientifique, hein, mais donc dans la littérature managériale sur les différents types de coaching, on nous présente des méthodes qui seraient voilà plus efficaces les unes que les autres. Or, dans les recherches scientifiques, on n'a jamais pu démontrer la supériorité d'une méthode par rapport à d'autres. Et donc, on ne voit aucune différence d'efficacité entre les différentes méthodologies. Donc ça, c'est vraiment assez interpellant. Et si on regarde parallèlement à ça la littérature sur les psychothérapies,
Eh bien là, c'est très amusant presque, parce qu'il y a des guerres de chapelle depuis les débuts de la psychologie entre les psychanalystes, les cognitivo-comportementalistes, les systémiciens, etc. Or, les études, et là, on en a pour le coup vraiment des milliers qui ont été faites, ne démontrent aucune différence d'efficacité des différents modèles du changement. Par contre, c'est important qu'il y ait une méthodologie, parce que ça structure l'intervention. Mais ce qui se joue ailleurs, dans des facteurs communs, et pas finalement dans la méthode. Et donc, dans le coaching, il semble apparaître dans les différentes recherches scientifiques qu'on est plus ou moins dans le même genre de constat. Voilà, que les méthodes ne sont pas plus efficaces les unes que les autres, mais c'est important qu'il y en ait, évidemment. Alors, il y a peut-être l'une ou l'autre recherche qui montre une petite supériorité de techniques orientées sur le futur et les solutions, sur les forces, plutôt que les techniques qui vont aller sur l'analyse du problème, avec parfois des aspects plus critiques. Mais bon, c'est en ligne de toute façon avec la manière dont on envisage le coaching à l'ICF, je pense. D'autres éléments qui sont vraiment intéressants à relater aussi, et ça sort des toutes dernières méta-analyses de 2023, c'est qu'on voit, en comparant le coaching présentiel et distanciel, réalisé par visioconférence, qu'il n'y a pas de différence d'impact entre les deux. Et donc, c'est quand même un résultat très intéressant, parce que depuis la pandémie, voilà, on a tout de même de plus en plus recours à des modes de coaching, de communication distancielle. Donc, pas de différence à tester. Un autre élément qui est très intéressant aussi, qui ressort de cette dernière méta-analyse et des méta-analyses précédentes, donc systématiquement, on remarque que le nombre de sessions n'a pas d'impact sur les résultats. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, ça m'a scotché, si on peut dire les choses de cette manière-là. En fait, pour être plus précis, la plupart des méta-analyses montrent qu'il n'y a pas d'impact lié au nombre de sessions. Et une des dernières méta-analyses est plus précise et dit en fait que c'est surtout entre 4 et 8 sessions. Là, il y aura vraiment ce qu'ils appellent un sweet spot. Ce serait, voilà, une sorte de nombre idéal où il n'y a pas vraiment de différence entre 4 et 8 sessions. En dessous, par contre, il y a un peu moins de résultats, d'après cette dernière méta-analyse. Et au-dessus, à 10 sessions, on peut avoir un petit peu plus de résultats, mais pas vraiment significativement, statistiquement significativement plus. Donc, voilà, très intéressant également, je trouve, et interpellant en fait, comme résultat. Alors, enfin, on en vient aux caractéristiques du contexte. Et là, il faut bien reconnaître que ce sont des caractéristiques qui sont relativement peu étudiées dans la littérature sur le coaching, à part le fait de souligner l'importance d'une culture ouverte pour le changement. Alors, du coup, moi, j'ai pris ce cadre de référence de cette catégorisation pour pouvoir analyser tout le matériel qui ressortait de mon étude de terrain en termes de facteurs clés qui ont permis aux coachés de se développer, d'atteindre leurs objectifs. Et en fait, je me suis rendu compte que cette catégorisation était un peu limitée, ou en tout cas, elle ne permettait pas de rendre vraiment la richesse des données. Alors, du coup, j'ai préparé une nouvelle catégorisation que je vais vous présenter ici. Alors attention, on s'accroche. Voilà, voilà. Je vais vous guider à travers ça. On reprend en fait les mêmes caractéristiques, coacher, coach, contexte, méthode, relation. Mais voilà, il y a différentes choses. 3 choses en fait, 3 constats majeurs. 1, les catégories de facteurs clés ne sont pas du tout du même ordre. Ils interviennent à des niveaux différents. Certains sont préexistants à la relation de coaching et d'autres sont déjà résultent de celle-ci ou sont en interaction, comme la qualité de la relation, la méthode de coaching. Voilà, elle n'est pas préexistante, on va les réadapter au fur et à mesure. Deuxième découverte vraiment importante, c'est qu'en fait, à l'intérieur des catégories, les facteurs ne sont pas clés de manière universelle pour tout le monde. C'est-à-dire que il y a finalement une appréciation différente des méthodes de coaching ou des attitudes du coach selon le profil du coaché, sa culture, son contexte, ce qu'il considère comme légitime ou non, par exemple.
Et donc, ça remet vraiment en cause la notion même de facteur clé, notion de facteur clé qui suppose un certain universalisme. Et en fait, ici, ça nous oblige à remettre cela en question et à se dire, mais finalement, on est beaucoup plus dans une approche contextuelle. Donc, ça va dépendre du profil, du contexte de la personne et de ce que elle estime être légitime ou de ce qui lui parle à elle. Donc, par exemple, on voit que des attitudes décrites précédemment comme appréciées par tout le monde, les attitudes facilitantes du coach, par exemple, eh bien, elles ne sont pas appréciées de même manière par tout le monde. Également, le degré de confrontation du coach ne va pas être reçu de la même manière par chaque coaché. Certains types de méthodes de coaching, par exemple en utilisant la créativité ou autres, ne vont pas être reçus de la même manière. Et donc, voilà, il n'y a pas d'éléments, des best practices, des facteurs clés de manière universelle qui fonctionnent avec tout le monde. Et il y a vraiment cette invitation à contextualiser, à adopter une approche qui soit contingente et spécifique au coaché, à son contexte et son profil. Et enfin, la troisième découverte, c'est que finalement, ce qui compte, ce n'est pas tant, et ce ne sont pas tant ces caractéristiques coaché, coach, contexte, méthode en soi. Ce ne sont pas elles qui sont clés pour le changement, mais en fait, ce qui compte le plus, c'est les mécanismes intermédiaires. Donc, la qualité de la relation et ce que j'ai nommé éléments intermédiaires, motivationnels, cognitifs et comportementaux. Ce sont ces mécanismes-là, en fait, qui génèrent le changement. Donc, ce qui est vraiment clé, c'est la qualité de la relation et également ces éléments intermédiaires. Et donc, c'est parce que certaines caractéristiques du coaché, du coach, du contexte de la méthode jouent sur ces mécanismes intermédiaires qu'ils ont un impact sur les résultats. Alors, faisons du coup un focus sur ces mécanismes clés. Donc, d'une part, la qualité de la relation. Alors ici, très clairement, premier résultat, c'est une confirmation qu'il s'agit d'un facteur absolument clé pour le succès du coaching. Mais attention, il est clé, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Donc, ça crée un contexte, une condition pour que le changement puisse avoir lieu. Mais ce que nos recherches ici vont nous permettre de voir, c'est finalement quels éléments de cette relation sont vraiment clés. Parce qu'on parle d'alliance relationnelle, de qualité de la relation, mais quels éléments dans la relation sont vraiment importants pour permettre le succès du coaching? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que c'est la notion de confiance. Et confiance dans deux sens différents. D'une part, la confiance du coaché dans le coach pour s'ouvrir, pour se dévoiler, pour pouvoir vraiment se remettre en question devant le coach et avec le coach, se montrer vulnérable et pouvoir aller travailler sur les vrais nœuds, les vrais enjeux. Et donc là, évidemment, le coach, de par son caractère externe, sa neutralité, la confidentialité du processus et l'éthique, la déontologie au sens large, les attitudes facilitantes du coach, l'entente avec le coach, tout ça va vraiment contribuer à créer cette confiance à s'ouvrir, à se dévoiler. Mais il y a un deuxième type de confiance qui joue et qui est vraiment important, qui n'est pas tout à fait du même ordre. C'est l'importance, en fait, dans la relation, de créer une confiance du coaché dans le coach de manière à ce qu'il joue le jeu et accepte de se laisser guider, se laisser influencer. Attention, le mot que l'on n'aime pas entendre dans le coaching. Alors, il s'agit bien évidemment pas de l'influencer quant aux finalités et quant aux objectifs, lui qui est totalement maître de ce qu'il veut atteindre, ce vers quoi il veut aller, mais c'est de pouvoir en tout cas avoir son adhésion quant au processus et par rapport aux modalités, aux actions qui vont être co-construites avec lui. Donc, cette confiance dans le coach pour se laisser guider et influencer va être capitale également, et elle va jouer dans le fait de générer justement ces attentes de changement chez le coaché et cette sorte de mécanisme d'auto-développement par le fait qu'il se sent en confiance, qu'il se dit je suis chez la bonne personne, cela va m'aider. Il y a des mécanismes d'autodéveloppement qui vont s'activer dès lors. Alors, comment est-ce que ce type de confiance-là se génère? Plusieurs choses. Évidemment, les compétences du coach, bien évidemment, telles qu'elles sont expérimentées, telles qu'elles sont vécues, appréciées par le coaché
au fur et à mesure des sessions. Deuxièmement, ce qui semble jouer aussi, et c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on dit dans les formations en coaching, on dit souvent que le coach n'a pas besoin de connaître le secteur du coaché, et c'est vrai, vu qu'il ne va pas apporter de diagnostic ni de solution. Mais on voit que le coaché apprécie beaucoup que le coach ait un langage commun avec lui, comprenne ses enjeux, son secteur, que quelque part, que le coaché voit que par les reformulations que le coach pose, il a bien capté sa situation. Et donc, ça va jouer en termes de compétences inférées de la part du coaché. Ensuite, bien sûr, le caractère externe et neutre du coach va faire en sorte que voilà, le coach n'a pas spécialement d'attente par rapport au coaché et ne va pas susciter des résistances au changement chez le coaché. Donc ça joue aussi beaucoup dans le fait de générer cette confiance à se laisser guider. Et enfin, et là c'est parfois plus interpellant, on voit ça dans les études, qu'une série d'éléments un peu stéréotypiques qui induisent de la légitimité aux yeux des coachés peuvent jouer. Et d'ailleurs, on voit ça aussi dans d'autres études, c'est interpellant, comme des éléments comme les bureaux du coach, son âge, les diplômes et certifications accrochés au mur, voilà, des éléments qui peuvent parfois nous paraître un peu voilà, triviaux, vont jouer en fait parce que surtout en début de relation, le coaché cherche des éléments pour pouvoir inférer la légitimité, la crédibilité du coach. Et donc tous ces éléments peuvent jouer, bien évidemment, et heureusement, par la suite, au fur et à mesure de la relation de coaching, eh bien, la pertinence et la compétence du coach telle qu'elle est vécue par le coaché vont voilà, prendre le pas sur les éléments plus stéréotypiques. Alors, cette qualité de relation, on a vu, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ce qui va permettre vraiment de générer le changement, ce sont ces trois éléments que j'ai passé vraiment en triangle parce qu'ils sont en interaction réciproque, qui sont la motivation, la réflexivité et l'action. Alors, le premier élément qui apparaissait comme absolument incontournable, et c'est vraiment une confirmation des études précédentes, mais il y a une précision par rapport à celle-ci, c'est donc une motivation par rapport au changement, une implication dans le changement, une ouverture au changement versus résistance à celui-ci. Et l'idée, c'est vraiment que la motivation soit suffisante pour que le coaché fasse de son développement une priorité et qu'il y consacre l'énergie et le temps suffisant. Alors, lors des sessions de coaching, évidemment, en y étant présent, concentré, mais également, c'est là en fait que la motivation est encore plus clé, en dehors des sessions de coaching, pour des tâches de réflexion sur lui, d'auto-observation, pour de l'expérimentation, de la mise en application et en pratique des éléments qui auront été discutés avec le coach, pour la préparation de sessions de coaching. Et là, cet engagement dans des sessions, il est absolument incontournable, il est nécessaire. Les sessions ne se suffisent pas en elles-mêmes pour produire du changement. Et donc, pour qu'il y ait cette implication aussi en dehors des sessions de coaching, une motivation vraiment forte est nécessaire. Et les résultats en fait des recherches montrent que pour avoir un niveau de motivation suffisant, eh bien, en fait, il ne suffit pas que les objectifs soient cohérents et alignés avec les valeurs et motivations profondes du coaché et qu'il ait confiance également en ses capacités à atteindre ses objectifs. En fait, il faut parallèlement à ça qu'il y ait un certain degré d'urgence et de nécessité du changement. Quelque part, le changement ne peut pas juste être voilà, souhaitable, nice to have, comme on dit. Il faut qu'il y ait une certaine nécessité. En fait, on se rend compte que c'est souvent dans des moments où le coaché vit peut-être une certaine tension interne, inconfort interne, peut-être une dissonance entre là où il en est, ce qui est important pour lui, ou peut-être suite à des feedbacks étonnants, critiques reçus, parfois certaines crises professionnelles ou autres, qui vont générer des états de tension qui font que finalement le statu quo n'est plus une option. Et l'inconfort lié au changement finalement devient moindre que l'inconfort lié au statu quo. Et là, il y a vraiment un momentum
pour le changement. Ça, c'est un élément qui est absolument clé dans ce qu'on a observé. Et donc, comment est-ce qu'on peut générer aussi ce momentum, s'assurer qu'il y ait non seulement un souhait de changement, mais parfois une certaine nécessité également. Alors, si on regarde les autres pôles, la réflexivité, là, on est vraiment au cœur, dans ce qui, dans les sessions surtout, en dehors aussi, va jouer sur le changement. Alors, réflexivité, on parle en fait au sens large de réflexion, de réflexivité, de prise de conscience, d'élargissement du champ de conscience. Et là, on touche à la fois à ce qui se passe dans les sessions en termes d'analyse, de prise de conscience de soi, de son fonctionnement, de ses priorités, pour pouvoir orienter les objectifs de coaching en fonction, développer un plan d'action adapté à son profil, se positionner et prendre des décisions de manière plus éclairée et alignée. Mais on parle aussi de tout ce qui a trait à l'analyse de l'environnement, des situations, des tiers, pour identifier les enjeux qui se trouvent autour du coaché et qu'il puisse développer des stratégies de positionnement vraiment pertinentes. Et puis, dans ce pôle de réflexivité, on fait aussi référence à tout ce qui a trait à la prise de recul, la remise en question, l'ouverture à des nouvelles ressources, des nouvelles perspectives, à dépasser des croyances limitantes, à identifier des nouvelles pistes d'action, de solutions. Donc, ces mécanismes sont évidemment au cœur des sessions de coaching, mais également, en dehors des sessions, le fait de pouvoir donner des exercices d'observation, par exemple, va également permettre de générer du changement entre les sessions. Et enfin, le pôle action. Ici, il s'agit vraiment de tout ce qui contribue à stimuler l'expérimentation de nouvelles attitudes et comportements, la mise en pratique, l'entraînement, l'ancrage de nouvelles compétences. Et ici, voilà, ce qui est vraiment ressorti, c'est l'idée de faire en sorte que le coaché commence avec des petits pas ou dans des contextes relativement sécurisés avant d'aller vers des contextes trop challengeants, afin de pouvoir avoir des expériences de succès. Et ces expériences de succès vont dès lors lui donner une certaine motivation et confiance en lui pour pouvoir continuer là-dedans. Également, ces expériences de succès vont pouvoir parfois remettre en question des croyances limitantes qu'il avait et dire tiens, finalement, quand j'essaye ça, il ne se passe pas ce que je craignais, ça fonctionne. Et donc, voilà là où se situe toute l'interactivité entre les différents pôles. Okay, donc, on a vraiment ces mécanismes intermédiaires qui sont absolument clés. Voilà, il y a une question, il y en a même plusieurs qui vont dans ce sens-là. Bon, c'est Oui. une question concernant justement où peut-on trouver l'étude complète, est-elle consultable? Voilà, ça arrive là maintenant, donc j'en profite. Tout à fait, tout à fait. Alors, elle est consultable depuis peu en fait, et j'ai justement rendu disponible peu avant ce webinaire en me disant que voilà, j'allais la rendre disponible au grand public. Et je vais vous donner les références en fait dans les prochains slides, donc des références de la thèse. Mais vous pouvez aussi trouver sur ma page LinkedIn à la fois les références de ma thèse pour la trouver, mais aussi d'articles plus concis que les 550 pages de thèse. Mais vous pouvez faire les deux carrément. Donc il y a plusieurs articles qui prennent quelque part en synthèse différents éléments de ma thèse et d'autres recherches. Donc ça, Alors, c'est tu as un disponible sur mon déluge, tu as un déluge, un tsunami de remerciements dans le chat. Je te laisse continuer la Ah, présentation. super, mais c'est un plaisir de partager en tout cas. Alors, euh, l'idée ici, c'est que via cette mise en évidence d'éléments intermédiaires clés, on peut en fait, je passe au slide suivant, on peut via ces mécanismes intermédiaires clés passer vraiment d'une logique de facteur à une logique de processus. Et donc, plutôt que se dire, tiens, il faut absolument que les caractères du coach, qu'on ait tel élément, tiens, je dois avoir la maturité ou l'expertise ou le diplôme de ceci ou cela, ou dans le contexte, il faut tel ou tel élément, eh bien, plutôt que de se limiter avec des injonctions sur des facteurs clés universels, ici, on se dit non, les facteurs ne sont pas clés et nécessaires en soi, c'est en ce qu'ils
mobilise les éléments intermédiaires qui sont clés. Et donc, ce qui compte, c'est de stimuler les mécanismes intermédiaires, de la qualité de la relation, de la motivation, de la réflexivité et de l'action. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que ça peut se faire de 1000 manières différentes. Donc, ça veut dire que si par exemple une des caractéristiques du contexte du coaché n'est pas présente, donc par exemple un manager soutenant et qui donne du feedback, malheureusement il n'est pas présent, voilà, ça peut arriver, eh bien on va pouvoir se dire, ok, le manager et son côté stimulant, donner du feedback n'est pas là. Comment est-ce que je vais pouvoir permettre au coaché, néanmoins, de recevoir du soutien dans son environnement, donc pour jouer sur le pôle motivation, d'avoir des opportunités de mise en pratique de ces nouvelles compétences dans son environnement, même si ce n'est peut-être pas le manager qui va donner ces opportunités. Donc, comment je peux avec lui créer d'autres occasions. Donc ça, c'est un élément où, en termes de méthode, voilà, le coaché finalement n'est pas très réceptif à telle approche. Pas grave. Le but, en fait, c'est qu'il puisse développer sa réflexivité, élargir son champ de conscience. Et donc là, l'intérêt, évidemment, pour un coach, d'avoir vraiment une approche multidisciplinaire, de jongler avec différentes techniques et modèles pour pouvoir trouver celle qui va parler au coaché, celle qui va répondre à son style, à son profil. Donc voilà, je vous donne quelques exemples, mais c'est pour vous montrer que finalement, si on se centre sur ces mécanismes intermédiaires, on voit que on a mille et une manières de pouvoir les stimuler. Et deuxième point, c'est que ces mécanismes intermédiaires, donc on a ici, ça crée vraiment une sorte de tableau de bord pour les coachs. Un tableau de bord pour se dire, tiens, sur ces 4 facteurs, est-ce que ces processus, ils sont bien suffisamment stimulés? Est-ce qu'ils sont en vert ou est-ce qu'on est plutôt dans l'orange ou le rouge? Et on peut faire le point, voilà, session après session, se dire on en est où par rapport à la qualité de la relation, la motivation et l'engagement du coaché dans son changement, sa réflexivité, sa mise en action. Vraiment d'avoir ce tableau de bord pour voir comment on peut remettre le curseur ou l'énergie sur l'un ou l'autre paramètre pendant le coaching. Ok. Et alors, finalement, un élément quand même assez étonnant qui est ressorti de nos recherches et sur lequel je vais voilà terminer maintenant, c'est l'importance, la puissance même, je dirais, du contexte. Alors que dans les études précédentes, comme on le voyait, eh bien finalement les caractéristiques du contexte étaient relativement peu étudiées dans leur impact sur le succès du coaching. Et en fait, ici, on a vu que les caractéristiques du contexte avaient un rôle énorme sur le changement et sur finalement le fait d'amener un succès ou non dans le coaching. Et en fait, c'est parce que le contexte a un rôle de levier très important sur les mécanismes intermédiaires de motivation, réflexivité et action. En fait, quelque part, ce contexte, on voit qu'il va même avoir un rôle parfois plus important que celui de l'envie, de la volonté individuelle. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a tout de même beaucoup étonnée dans mes résultats, parce que voilà, c'est vrai que dans le coaching, on se base pas mal sur des théories humanistes des années, voilà, les années 50-60, qui évoquent la tendance naturelle de l'être humain à l'auto-actualisation, au développement, voilà, en se disant que voilà, dans un contexte, l'homme a tendance naturellement à devenir une meilleure version de lui-même, à vouloir s'actualiser. Eh bien, ici, dans nos recherches, on a vu que finalement, quand il n'y a pas de nécessité liée au changement, eh bien, les individus vont très souvent rester dans leur zone de confort. Et que quand il y a des changements importants dans leur contexte, que ce soit des changements de fonction, de mission, des changements au sein de leurs collaborateurs, des changements de stratégie, des crises peut-être, des transitions, qui rendent le changement nécessaire, eh bien, des individus qui parfois montrent des résistances au changement depuis des années vont déployer des ressources insoupçonnables et insoupçonnées pour se développer et donc déployer leurs compétences de manière voilà, assez surprenante et inattendue. Et donc, c'est vraiment une reconnaissance de la puissance des mécanismes d'adaptation en fait à la survie. Alors,
c'est peut-être un grand mot, adaptation à la survie, mais ici il s'agit plus de survie au sens psychologique, bien évidemment. Mais donc, cette question de la nécessité est apparue dans les recherches et voilà, c'est quelque chose de très étonnant. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit absolument avoir en tête comme coach, de voir en quoi le contexte est puissant et comment est-ce qu'on peut le mobiliser. Et donc, le contexte, il va jouer vraiment à deux moments différents. Premièrement, en amont du coaching, pour en fait stimuler la conscience, la prise de conscience de l'intérêt et du besoin de changement, via un changement de contexte, comme on l'a dit, de fonction, d'environnement, qui requiert finalement des nouvelles compétences, un réajustement de sa posture, ou un contexte où peut-être qu'il y a eu un feedback critique, peut-être qu'il y a eu certaines déconvenues ou des transitions qui font qu'on se remet en question. Il y a certaines prises de conscience d'un besoin de changement. Ça, c'est en amont du coaching pour stimuler la motivation au changement. Et alors, au fur et à mesure du coaching, le contexte a un rôle absolument indispensable dans le sens qu'il va vraiment soutenir, parfois freiner, mais soutenir la réflexivité, la mise en action et encore la motivation. C'est le contexte, voilà, sur le contexte de travail qu'on va vraiment avoir l'occasion, des occasions d'expérimenter des nouvelles compétences, des opportunités, ou au contraire pas de temps parce qu'on est trop pris et on reçoit trop d'autres projets d'urgence. Et donc le fait d'avoir du temps pour se consacrer à son développement va vraiment dépendre du contexte également, pas seulement de sa propre volonté, mais également le support de l'entourage, au-delà du support du coach, intervient de manière extrêmement importante. D'ailleurs, dans les réponses à la vidéo du webinaire, certains l'évoquaient aussi, ce support d'autres parties prenantes que le coach. Support pour rappel et encouragement à se focaliser sur ses objectifs, d'avoir des retours constructifs, positifs sur ce qu'on met en pratique comme nouveaux comportements, avoir des rôles modèles peut-être dans l'environnement, avoir une culture qui est ouverte au changement, qui valorise le changement, qui donne le droit à l'erreur. Tous ces éléments ont un rôle clé dans le changement et ils se situent en dehors du coaching, dans le contexte du coaching. Et donc, ce contexte a un rôle absolument majeur. Donc ça, c'était un point vraiment clé dans les recherches sur lequel on gagne en fait vraiment à se focaliser. Alors, je terminerai rapidement sur un slide d'implication pratique pour les coachs. Qu'est-ce que ces résultats de recherche peuvent nous dire et comment est-ce qu'ils peuvent nourrir notre pratique? Alors, la première chose, c'est vraiment l'idée de se concentrer sur finalement le nombre limité de mécanismes communs, clés derrière les multiples facteurs clés. D'avoir ce tableau de bord de qualité de la relation, motivation, réflexivité, action, pour se concentrer là-dessus. Et on a vu que on peut toucher ces mécanismes de mille et une manières. Et le faire, évidemment, le deuxième point, de manière contextuelle. C'est-à-dire que pour chaque coaché, on va avoir des techniques différentes, des attitudes différentes qui vont leur parler en fonction de leur contexte, de leur profil, de leurs affinités. Donc d'avoir cette fluidité. Le troisième point, et ça je pense que voilà, on est très bien placé ici pour parler de ça, on devrait à la professionnalisation, au développement de la crédibilité du métier de coach, et donc c'est ce que fait ICF Synergie, et c'est voilà, tout grand merci pour la communauté de coachs. Eh bien oui, parce que parallèlement au fait d'œuvrer à une plus grande qualité dans les interventions de coaching, une plus grande rigueur, une éthique, une déontologie, on permet aussi de développer la crédibilité du métier de coach. Et on a vu comme c'était important pour pouvoir générer la confiance chez le coaché et donc générer leur mécanisme d'auto-développement. Et ensuite, les deux derniers points sont liés, c'est vraiment vérifier que les conditions pour le succès du coaching soient présentes, ou les créer s'il faut. Une motivation suffisante pour le changement, c'est-à-dire pas juste souhaitable et intéressante, mais couplée à une nécessité de changement. J'aime bien dire que voilà, il faut qu'il y ait une certaine urgence et nécessité pour le changement, mais en même temps, il faut qu'il y ait du temps pour le changement. Et donc, il ne faut pas que les urgences empêchent de faire du changement une priorité. Donc, il y a vraiment ce juste équilibre à trouver. Et puis, prendre en compte la puissance du contexte et le mobiliser. Et là, c'est ce qu'on vient de voir précédemment. Et donc, comment est-ce qu'on peut mobiliser toutes les parties prenantes, en tout cas, inviter le coaché à mobiliser les parties prenantes autour de lui
son management, ses proches, ses pairs, pour l'aider à développer ses nouvelles compétences, à augmenter sa réflexivité, à mettre en action les expérimentations pour en créer de nouvelles compétences. Alors, j'ai aussi des implications pour les commanditaires de coaching, donc plutôt les personnes responsables des ressources humaines, et pour les responsables hiérarchiques. Mais ça, c'est un sujet qui est un peu annexe à notre sujet du jour. Ici, c'est vraiment ce que je voulais vous partager, c'était les implications pour vous, pour nous, les coachs. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà mon contact. J'indique mon contact parce que je serais vraiment très heureuse de répondre à toutes vos questions. Peut-être qu'on a le temps pour l'une ou l'autre question maintenant, mais n'hésitez vraiment pas à me contacter par email ou par LinkedIn pour approfondir les échanges. C'est avec grand plaisir. Merci pour votre écoute. Un grand merci, Lucie. Alors, on va prendre juste une question et après, on va avoir aussi toutes les réactions. Alors, souvent, la recherche sur le coaching part de la discipline sociale ou psy, finalement. Quelle serait la discipline la plus pertinente pour la recherche sur le coaching? Les neurosciences, peut-être, ou d'autres. Quel est ton avis sur le sujet? Oui, oui, super question. Mais en effet, hein, le coaching quelque part s'ancre dans différents champs disciplinaires, dont les champs évoqués, psychologie, sociologie, neurosciences. Et je pense que c'est vraiment indispensable de continuer à avoir cette multidisciplinarité, parce que adopter juste l'une ou l'autre approche a un risque nous donne un risque de regard réducteur. Si on est juste sur la psychologie, par exemple, on pourrait avoir tendance à sur-individualiser les problématiques que le coaché rencontre, à sur-psychologiser et parfois sur-responsabiliser le coaché. Comme si, voilà, y a un problème dans son organisation, dans le service, dans la productivité, en le coachant, ça va aller mieux. On surpsychologise, mais ce faisant, on ne remet pas du tout en question le système organisationnel dans son ensemble, les rapports de pouvoir dans l'organisation, peut-être le manque de ressources affectées, la pression à la productivité. Voilà. Donc, tous ces éléments, en plus d'un ordre sociologique, en sociologie de l'organisation, sont clés pour vraiment avoir un double regard. Donc, il faut ce regard organisationnel sociologique, ce regard psychologique. Le regard des neurosciences est absolument incontournable pour évidemment comprendre les facteurs de motivation, de fonctionnement, de concentration. Donc, je pense qu'avoir une grille de lecture pluridisciplinaire est absolument clé et riche. Même si plus complexe à gérer, mais voilà, vive la complexité. Un grand merci, Lucie, pour cette présentation rigoureuse, riche et pragmatique. Alors, j'aimerais également remercier Nathalie qui a répondu à toutes les questions d'ordre technique. Alors, Nathalie est ambassadrice ICF Synergie pour le Québec. Elle est également membre d'ICF Québec et experte du pôle événements chez ICF Synergie. Alors, bonsoir ou plutôt bonjour, Nathalie. Comment ça s'est passé ce soir en Europe et chez toi le matin au Québec ou l'après-midi? En après-midi. Alors, écoute, j'ai tellement de messages. Les gens ont été suspendus aux lèvres de Lucie et c'est très intéressant finalement de voir de voir confirmer nos intuitions, notre sentiment face au coaching par une rigueur là, dans la recherche. Alors, plusieurs demandes, entre autres, où on peut continuer à s'informer sur les avancées de recherche, à moins que tu viennes nous voir régulièrement, Lucie, là, pour nous faire état de la recherche. Avec plaisir. On peut faire le lien justement, Lucie, avec ce qui se passe avec Rec Coach aussi. On a ce Exactement, exactement. Exactement. Oui, oui, oui. Enfin, tu les présenteras mieux que moi, mais Eric Coach est absolument une ressource vraiment complémentaire à ces webinaires et présente des recherches de grands auteurs scientifiques sur le coaching. comme Pauline Donc voilà, Fatien, je que vous tu connais invite, d'ailleurs, hein. comme Pauline Fatien, voilà, j'allais le souligner. Donc Pauline Fatien, qui est une collègue et amie, voilà, qui consacre sa carrière à la recherche sur le coaching. Donc, je vous encourage vraiment à aller également voir de ce côté-là.
voilà, n'hésitez pas à regarder sur mon LinkedIn les différents articles déjà sortis. N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse peut-être vous donner d'autres ressources sur le coaching. Ouais. Et puis, il y a effectivement des conférences internationales sur le coaching, différents types de conférences qui existent à Harvard, à la Columbia, à l'Academy of Management, qui sortent des articles. Mais donc voilà, il y a vraiment un foisonnement naissant de chercheurs sur le coaching et donc beaucoup de choses intéressantes à étudier. Un grand merci, Lucie. Alors, je prends vite fait quelques réactions. Merci, Lucie, pour cette confirmation de l'importance de la qualité de la relation dans l'efficacité du coaching. C'est vrai que ça a marqué, ça, la qualité de la relation. Donc, énormément de merci. Un grand merci, Lucie, pour cette analyse et l'étude réalisée. Cela donne de la crédibilité à notre métier de coach professionnel. Merci pour cette présentation enrichissante. Un grand merci, Lucie, pour ce webinaire passionnant. Merci pour tous ces partages qui nous éclairent dans nos pratiques, webinaires enrichissants et surtout de grande qualité. Cela nous conforte dans notre métier de coach et met en valeur l'importance du lien de coaching. Belle énergie que tu nous communiques. Merci Lucie. Merci Lucie, bravo, super intéressant pour faire un raccourci. Soyons dans la relation ou soignons la relation. Voilà, donc énormément de remerciements. Un grand merci Lucie. Alors, nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons qu'il vous sera utile pour éclairer votre pratique et vous aidera à poser des choix quant à vos interventions en se basant sur les résultats de recherche scientifique. Si la réponse est oui, vous savez, un petit cœur, quelque part, un petit commentaire, vous nous boostez en ocytocine et en dopamine. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos prochaines vidéos, merci de cliquer sur la petite cloche au nom de toute l'équipe d'ICF Synergie. Je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, transparence et tous les autres mots-clés que vous connaissez qui représentent justement toutes nos actions. Elles définissent également notre mission qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Lucie, je te laisse le mot de la fin. Ah, merci Otis. Eh bien, comme mot de la fin, j'ai envie de vraiment vous inviter à repartir avec ce que vous avez souligné comme étant clé, hein, cette qualité de la relation. Et donc, je pense que c'est vraiment une invitation à nous centrer avant tout sur l'autre, sur notre coaché, bien avant de se centrer, de s'occuper l'esprit avec les méthodes, les stratégies de questionnement, etc., d'être pleinement présent avec l'autre. Donc, c'est une invitation à la présence à l'autre, mais quelque part, voilà, pour pouvoir être dans cette présence à l'autre, c'est également travailler la présence à soi, et donc de prendre soin de soi. Et donc, c'est vraiment sur cette invitation que j'ai envie de vous laisser, en vous remerciant évidemment pour votre présence, pour votre intérêt, pour votre attention ce soir. Et voilà. Et à très vite pour des questions, pour des présentations de nouvelles recherches peut-être, et plein de bonnes choses à vous pour la suite. Au revoir, bonne soirée. Un grand merci Lucie, un grand merci Nathalie, un grand merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.